Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un petit podcast avec un invité star, Guillaume Wizard. Du coup, on a parlé avec lui un petit peu de sa saison dernière, première saison avec le MSB et aussi de sa Summer League avec les Los Angeles Clippers. Et bien sûr, on a parlé de tactique, on a parlé des différents rôles, surtout en défense. On a quand même pas mal parlé de défense. On a aussi fait des parallèles avec le football. On a parlé de l'utilisation de la data et puis bien sûr de la formation des jeunes, comme Noah Penda qui est maintenant un joueur du Orlando Magic qui était au MSB la saison dernière. Du coup voilà un petit peu pour le programme du jour. Moi je vous laisse tout de suite avec du coup Azad, Baptiste et Guillaume Wizard du passé qui ont enregistré ce podcast en début de semaine. Et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup petit épisode un peu spécial avec donc comme d'habitude Baptiste. Baptiste, comment ça va? Eh bien, bonjour Azad, ça va très bien. Comment ne pas être en forme, même si c'est le matin et c'est très tôt, mais comment ne pas être en forme quand on tourne ce genre d'épisode? Et oui, en effet, du coup aujourd'hui on a aussi Guillaume Wizard avec nous. Donc voilà, merci déjà à lui de prendre le temps. Et Guillaume, du coup, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci à vous. Toujours un plaisir de venir discuter avec vous. Trop cool. Pour peut-être les deux trois personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter? Je sais pas si tu fais ça souvent de devoir encore te présenter, mais du coup, si tu Oui, peux le faire. avec plaisir. Bah, voilà, du coup, j'ai 43 ans. Enfin, je vais avoir 43 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'entraîne. Et c'est la deuxième année que je suis au Mans. J'ai aussi entraîné le club de Vichy en Pro B. J'ai été aussi sélectionneur de l'équipe de France U20. Donc voilà un petit peu mon parcours basket. Et cet été, t'as fait la Summer League aussi. Ouais. Est-ce que ça rentre dans le CV, ça? Ouais, bien sûr, parce que c'était une super expérience, une expérience que j'ai pu vivre pleinement, puisque il m'avait invité à venir déjà travailler d'abord avec le staff NBA, puis ensuite au mini-camp, puis ensuite la Summer League. Donc j'ai pu vivre finalement un plein mois avec la franchise des Clippers. Du coup, c'était vraiment une très bonne expérience. Ok. Et du coup, la partie avec le staff professionnel, qu'est-ce que c'est directement avec Tyronn Lue? C'est plutôt avec les general managers? C'est avec les joueurs? Ça se goupille comment? Euh, En fait, tout le staff était encore là Ouais. quand je suis arrivé. Et bon, la personne qui était la plus en charge, on va dire, de faire passer les messages au staff de la Summer League, c'était Jeff Van Gundy. Parce que Ok. l'idée de la franchise, c'est vraiment, je pense, d'imprégner une dimension défensive. Ouais. Depuis l'an dernier, il y a eu quand même un virage Ouais, dans ouais. ce qu'il produisait. Et donc, je pense que c'est lui qui avait pris ce projet à cœur. Donc, lui, il était le plus présent. Et dès que je suis arrivé, en fait, j'ai pu avoir des échanges assez prolongés, même des séquences de travail avec lui. Donc ça, c'était forcément hyper formateur et puis une chance assez unique. Ouais, c'est ouf, lui s'est bien relancé, il s'est bien Mhm. réimprégné finalement de la NBA parce qu'après avoir fait pas mal de temps dans les médias, il a passé une année à Boston, je crois. Et là, depuis l'année dernière, les Clippers, donc ça doit être cool. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont surpris un petit peu, même que ce soit du coup sur le mini-camp, côté Clippers, l'équipe, la franchise ou la Summer League, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu surpris dans leur approche ou des choses que tu as appris avec Van Gundy, par exemple? Déjà, d'être confronté un petit peu à leur principe de réalité, c'est-à-dire le nombre. Le staff est vraiment hyper important. Juste pour vous donner une échelle, quand on est parti à la Summer League à Vegas, le, le total des membres du staff, administratif et sportif compris, c'était plus de 80 personnes. Donc cette dimension-là, elle représente bien l'échelle de la NBA, le fait que ben, chaque tâche, elle est subdivisée pour une personne, pour que tout le monde la fasse de manière élite. Et sur le staff, sur le terrain, c'est un petit peu la même idée. Donc voir comment ben, tout ce monde travaillait ensemble, comment les tâches se divisaient et se subdivisaient, et que tout le monde avait finalement du travail et pouvait ben, faire preuve de compétitivité. C'est-à-dire que chaque jour, tous les coachs, on voyait bien qu'ils avaient la volonté, sur la petite portion de travail qu'ils avaient à fournir, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et forcément, quand tout le monde est poussé dans cette dynamique-là, on voit que l'énergie à l'entraînement est très positive. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est que bah,
tous les entraîneurs, ils font un pas à l'intérieur du terrain. Ils font un pas dans le terrain pour participer aux exercices, pour mettre de l'énergie. Et ils n'attendent pas forcément que ce soit les joueurs qui démarrent à mettre de l'énergie. Mais on voit bien que le coaching staff, il est moteur là-dedans et que c'est eux qui donnent le cadre de la séance. Après, en termes de contenu, la fenêtre est assez courte. Donc forcément, l'équipe, on ne peut pas attendre des miracles sur la production collective. Surtout que entre le nombre de joueurs draftés des franchises, le nombre de joueurs qui viennent de leur G-League, le nombre de joueurs qui sont en contrat NBA, le nombre de joueurs qui sont en essai, qui complètent les rosters. Donc tout ça, ça crée quand même une forme d'hétérogénéité. Donc il n'y a pas une pression énorme sur le résultat. L'idée, c'est plutôt pour eux de tester certaines choses, de voir certaines choses sur le plan de la méthodologie, de la pédagogie, et puis voir certaines choses dans le jeu vis-à-vis des joueurs notamment qu'ils ont draftés, les voir dans des situations, voir s'ils ont soit la capacité maintenant, ou soit s'ils ont de la potentialité à se développer dans cette direction. Je me permets de relancer un peu sur la Summer League, mais c'est une question qu'on se pose un peu tous en tant que spectateurs. Ça a été quoi, du coup, selon toi, de ton expérience, un peu le but de la Summer League pour les coaching staff ou les franchises? Est-ce que c'est mettre en place, tester des systèmes et il y a un côté un peu laboratoire comme la G-League, ou c'est plus vraiment tester les joueurs draftés etc. Plutôt les joueurs, les infuser en fait dans le contexte de la NBA, puisque maintenant toutes les franchises participent. L'événement de Ouais. Vegas, c'est un événement important. Il anime l'été et on voit bien que les coaching staff des équipes NBA sont soit intégrés sur le terrain, comme ça a été le cas avec Thomas Lissalo qui a carrément coaché l'équipe, ou soit sinon sont au bord du terrain. On voit tous les coachs NBA qui sont présents. On voit aussi même les propriétaires qui sont parfois autour du terrain, etc. Donc on voit bien que c'est un événement important de l'été. Et c'est la première fois aussi où les joueurs draftés, ils revêtissent le maillot de la franchise. Donc je pense que c'est un moment assez important. C'est une première dose de culture. La deuxième dose, elle commence maintenant, là, on est en plein dedans, quand ils viennent faire le travail individuel ou avec des petits groupes ou un petit peu le open gym avant le training camp. Donc finalement, voilà, juillet, août, septembre, c'est un petit peu les 3 mois d'intégration, les 100 jours d'intégration qu'on pourrait comparer avec ceux de l'entreprise avant de pouvoir performer sur le terrain. Ok, et peut-être une petite dernière chose sur la Summer League. Est-ce que vous utilisez un peu de la data ou finalement vous avez des échantillons tellement petits que vous êtes vraiment plus sur du ressenti et plus sur la limite de l'analyse vidéo des matchs que vraiment aller chercher potentiellement des statistiques intéressantes, que ce soit sur les joueurs ou les tendances de l'équipe? Vis-à-vis de l'équipe, c'est difficile de consolider des statistiques parce que l'échantillon de match, il est pas très important, mais ça permet quand même de faire ce travail-là, surtout que le staff, il est habitué, il est acculturé à intégrer les statistiques dans toute son analyse. C'est-à-dire que, en fait, tous les propos, ils sont très souvent justifiés avec un chiffre. Donc, ça, c'est une première utilisation de la data. La deuxième, c'est d'utiliser les datas d'où viennent les joueurs pour un petit peu connaître leurs tendances, d'où ils sont, etc. Et puis aiguiller un petit peu la commande qu'on peut avoir. Et ensuite, c'est de générer des datas, créer des datas par rapport à ce que veut la franchise. Et comme j'avais mentionné l'idée avec Jeff Van Gundy qui était là, on va dire, pour suivre le travail défensif, notamment, on a pu avoir des statistiques défensives qui nous permettaient de voir qui est-ce qui rentrait dans l'ADN et la culture que veut développer les Clippers. Ok. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, pour faire le passage de, on va dire, jeunes joueurs potentiels ou draftés à joueurs qui rentrent dans le roster, voire qui peut avoir du temps de jeu, les choses sur lesquelles on va attendre les joueurs, il y a peu de joueurs sur qui on attend du playmaking. On va plutôt attendre voilà, la capacité à défendre, tenir les duels, aller au rebond, être présent dans le jeu sans ballon. Donc finalement, c'est des choses sur lesquelles ils vont essayer d'avoir des observables, des datas, pour justement soit refaire des retours individuels et corriger les joueurs, soit avoir une analyse un petit peu sur l'été et la production de ces 10 joueurs. Ok. Ok, ok. Et si du coup je me permets un peu de revenir un peu en arrière avant la Summer League,
Ouais. Mais avant la Summer League, du coup, tu as fait ta première saison en Pro A. Enfin, maintenant, ça s'appelle Betclic Elite, pardon. Mais question un peu bateau, mais comment tu l'as appréhendé? Qu'est-ce que t'en retires un peu de ce passage de finalement cette première saison dans l'élite française? Ouais, c'était un super challenge. Bah, déjà parce que le niveau augmente et puis l'ambition du club est assez élevée. Donc, déjà, le challenge sur plusieurs points, ben, il a été accompli sur la saison 1, ce qui voilà, nous pousse à nous réinventer et puis à travailler pour performer à nouveau. Euh, mais là-dessus, ce qui m'a peut-être interpellé, c'est voilà, le niveau des joueurs qui monte fait que ben, même dans le coaching, dans le management, dans l'entraînement, on est obligé peut-être de faire un pas de plus vers les joueurs pour les intégrer dans le projet, intégrer leur technique, intégrer leur intelligence de jeu, le fait qu'eux aussi possèdent ben, certaines des solutions, donc voir lesquelles ils privilégient, les développer, les renforcer, voir un petit peu tout ça. Et puis après la compétitivité de la ligue, puisque on voit bien que avec les hasards de calendrier, ben, je pense que ça nivelle vers le milieu, notamment parce qu'il y a certaines équipes qui jouent l'Euroleague qui ont des énormes calendriers, l'Eurocup, etc. Et puis des équipes qui jouent finalement leur championnat sur ces 30 matchs-là, ils veulent se maintenir, donc ils mettent une énergie décuplée sur ces matchs-là. C'était notre cas aussi l'an dernier, notamment avec des préparations beaucoup plus poussées. Et donc là, cette année, on va être dans un cas de figure, au moins jusqu'en décembre, un petit peu différent, puisqu'on va avoir 2 matchs à préparer par semaine, ce qui change un petit peu le paradigme du travail. Ouais, parce que toute la semaine, finalement, pour avoir passé un peu de temps avec vous, en fait, toute la semaine est liée au match qui arrive. Et souvent, c'est découpé justement sur des journées entières où tu peux préparer un match quand tu joues que les week-ends. Alors que là, du coup, enfin, tout le rythme et le temps donné à chacun des matchs est divisé par deux. Parce qu'en plus, tu as le temps de préparation qui est divisé par deux. Et il faut aussi analyser les matchs que tu viens de faire. Tu as 2 fois plus de matchs à analyser, entre guillemets, et en amont et en aval de ce qui se passe. Donc ouais, c'est sûr que le rythme va énormément changer sur la saison prochaine. Est-ce que vous avez un objectif déjà en tête pour la saison prochaine ou pour l'instant vous êtes encore dans la découverte de l'effectif et du coup de ce que vous allez pouvoir faire? Oui, je pense que des objectifs et des ambitions, il faut en avoir. Il faut les placer, je pense, élevés et puis les placer assez élevés sur le contenu. Euh, donc voilà, nos ambitions, elles sont dans le jeu, toujours de proposer du jeu, du développer du jeu à haute intensité, être en capacité à répéter les efforts, à être une équipe forte au rebond offensif, à être une capacité et une équipe qui aussi a peut-être un peu plus de variance sur le tir à 3 points cette année. Euh, et très certainement qu'en ajoutant un peu de verticalité, un peu de longueur, d'envergure, Ouais. essayer d'augmenter les stocks, quoi, les interceptions, les contres, il faudrait que ça monte un petit peu. Peut-être pour compenser qu'au rebond, on sera peut-être un petit peu moins dominant que l'an dernier, je ne sais pas, mais bon, quand on voit la physionomie d'équipe, donc il va falloir rééquilibrer tout ça, et pour l'instant, on avance à tâtons, puisque ben, chaque jour, on découvre un petit peu les réponses de l'équipe, comment on réagit à chaque situation. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, il vient d'arriver hier soir, on va intégrer Travante Williams qui arrive de l'Eurobasket. Donc à Ouais. partir de demain, une fois qu'il aura fait les examens médicaux, ben, on pourra imaginer travailler avec le groupe entier. Donc ce sera déjà un repère un peu différent. Ouais, Hmm. c'est sûr. Bah, il y avait une question un peu, c'est marrant, mais qui a un peu déjà répondu, mais sur le style de jeu, est-ce que le fait de jouer, on va dire, bah, du coup 2 matchs par semaine et pas un match par semaine, ça allait un peu changer l'approche tactique qui était très, bah, finalement, très dans l'intensité, dont tu nous avais un peu parlé un peu l'an dernier, ou est-ce qu'il y a un peu plus le côté, quand on joue peut-être aussi peut-être des meilleures équipes ou des équipes qu'on connaît moins en Europe, le fait de beaucoup plus miser sur la variance. On sait que sur un match, bah, c'est un peu qui tout double, mais ça peut être une approche qui marche même sur certaines séries de playoffs par moment. Mais du coup, comment est-ce que vous approchez un peu à cette Coupe d'Europe?
Notre ambition dans le jeu, elle va toujours être orientée sur la bataille des possessions. D'ailleurs, même dans la construction d'équipe, c'est des choses sur lesquelles on a été chercher certaines datas pour essayer de voir quel joueur apportait des possessions en attaque, apportait des possessions en défense. Et je pense que ça, c'est une des choses intéressantes qu'on a fait durant l'intersaison. Maintenant, le révélateur, c'est la compétition, c'est quand on affronte d'autres joueurs, quand ils jouent dans le contexte de la Betclic Elite ou dans le contexte de la BCL. On sait que la BCL, c'est un niveau de championnat élevé, mais on a l'ambition de jouer avec notre ADN, ouais, de renforcer cet ADN. Ouais. Voilà, on va dire l'an dernier, on a une identité forte. Ben, si on veut en faire une marque de fabrique, il faut qu'on soit capable de le répéter et de le répéter même avec une fréquence plus importante et avec un niveau de compétition plus important. Puis c'est bien un moyen de le passer au révélateur aussi finalement. C'est un peu comme des équipes de saison régulière qui ont une grosse identité et une fois arrivé en playoff, tu passes un peu au révélateur de est-ce que ça peut tenir sur une série de 7 matchs où il y a des gens qui s'adaptent, où le niveau il est plus fort. Donc il y a aussi une volonté potentiellement de voir où est-ce qu'il y a de la friction et où est-ce que peut-être le style de jeu va peut-être même mieux fonctionner en certains moments où c'est plus compétitif que d'autres. Oui, c'est vrai. Puis, bon, il faut se challenger. C'est-à-dire que Ouais. je pense il y a encore de la marge. On peut faire mieux dans ce qu'on a proposé. Certainement que ce sera au détriment d'autres secteurs du jeu parce qu'on ne peut pas travailler tout de manière égalitaire et exponentielle, on va dire. Mais, mais en tout cas, sur les axes principaux, je pense qu'on peut encore augmenter notre niveau de précision, notre niveau d'intensité et aussi la volonté de le faire. Ouais, oui, parce que c'est quand même un style de jeu qui demande de la discipline finalement, de l'engagement et de faire aussi ces petites choses qui sont pas toujours très évidentes pour les grands spectateurs ou même qui ressortent pas forcément dans le box score. Du coup, tu as aussi un besoin d'avoir un engagement complet, une discipline et c'est un travail d'équipe parce que qu'on avait vu dans les statistiques qu'on avait regardé pour la bataille des possessions, c'est pas toujours les joueurs qui prennent le plus de rebonds qui ont le meilleur impact sur la bataille des possessions. Il y a aussi toute une notion de box-out, de placement, d'intensité sur les 40 minutes, quoi. Exactement. Toutes les statistiques ne sont pas révélatrices de ce jeu-là parce qu'il y a des efforts qui sont offerts. Il y a des efforts qui sont offerts à l'équipe. Je parle par exemple dans le jeu de relance. On a des joueurs qui vont sprinter dans le jeu de contre-attaque, qui vont aller jusqu'au corner pour remplir le terrain. Ben, peut-être que ces courses-là, on va dire la plupart du temps, elles sont pas récompensées directement. Mais par contre, elles peuvent permettre à un coéquipier d'avoir la balle, ou elles peuvent permettre d'installer l'attaque, d'arriver en jouant sur le demi-terrain. Elles peuvent permettre ces choses-là. Et donc, les conséquences sont très positives. Et elles sont nécessaires pour pouvoir pratiquer ce jeu-là. Ouais, c'est la limite de ce qu'on peut lire aussi avec les statistiques de tracking et même pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les données qui sont disponibles. On peut passer à la tactique un petit peu et Baptiste avait une question justement sur l'attaque et la défense face à des non-shooters. C'est quelque chose sur lequel il a beaucoup de questions en ce moment. Du coup, Baptiste, je te laisse y aller. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, Azad, il me racontait un peu. Moi j'ai eu un œil un peu plus extérieur à à ce qui se passait au Mans, mais il y a quelque chose qui revient beaucoup quand on suit le basket, je trouve. C'est assez simple, mais c'est la notion de spacing et de ce qu'Azad me racontait, et de des matchs que j'ai vus, etc. Bah, c'est vrai que au MSB, vous n'avez pas forcément une équipe avec 5 shooters d'élite en permanence. Et du coup, bah, la question elle est un peu globale. Mais comment est-ce que vous avez approché ça pour potentiellement créer de l'espace, créer du spacing avec des joueurs qui sont pas forcément à la base des bons shooters? Quelle est l'approche par rapport à ça? Bon, déjà, le premier point, c'était de pas mettre ces joueurs-là dans cette case de non-shooter. Il y a c'est une case un petit peu restrictive et en termes de discipline, ça peut être difficile sur toute l'année pour le joueur d'être catalogué dans cette case-là alors qu'il s'entraîne tous les jours, etc. Donc il y a quand même une idée psychologique pour moi derrière sur laquelle j'ai besoin de garder des joueurs spontanés, des joueurs qui prennent des décisions rapides. Et donc
on va plutôt avoir tendance à accélérer le jeu. Et donc ça, c'est sur l'idée globale. Et ensuite, il peut y avoir des joueurs qui sont, on va dire, statistiquement des shooters moins efficaces sur tous les postes de jeu. Donc, on peut les avoir en tant que porteurs de balle, puisque quand ils ont la balle dans les mains et qu'ils arrivent lancés sur du jeu de relance, il y a un moment donné, il va falloir les prendre en charge. Et c'est une chose de vouloir les prendre en charge tardivement, mais quand ils arrivent lancés, ils peuvent provoquer du jeu. Et donc là-dessus, il peut y avoir des points au cercle, il peut y avoir des paint touch, donc amener la balle très vite dans la raquette pour forcer des aides à venir. Et donc du coup, on a des ballons qui vont ressortir avec de la qualité. Et puis, l'autre chose, c'est d'utiliser ces joueurs-là aussi dans le jeu sans ballon pour venir fixer des espaces. Donc, le spacing, on le voit souvent sur le fait d'écarter la défense en positionnant les joueurs à l'extérieur. Mais ce qui est la plus grosse notion de spacing au basket, c'est la pression au cercle. Puisque la pression au cercle, elle amène une aide. Et le fait qu'il y ait 2 joueurs pour défendre un, c'est ce qui va créer du spacing ailleurs. D'ailleurs, il y a une étude statistique qui est sortie hier là, sur la NCAA. C'est la première fois de l'histoire de la NCAA que le tir à 2 points a plus de valeur que le tir à 3 points. Ok. C'est-à-dire qu'un tir à 2 points valait 1,02 points par possession et le tir à 3 points 1,01. Et ça, pour moi, c'est une réflexion qui va vers l'équilibre du jeu. C'est-à-dire qu'on veut mettre de la pression au cercle, on cherche de la verticalité, et le fait de chercher ça va améliorer la qualité des tirs à 3 points. C'est pour ça qu'il faut un petit peu des deux. Donc, pour aller dans le sens de ta question, porter la balle, être des porteurs d'écran, jouer dans le jeu sans ballon, et puis accepter une part de déchets. C'est-à-dire que de temps en temps, on va préférer des tirs attendus. C'est-à-dire que si un joueur, même qui n'est pas un joueur très efficace, va avoir un tir à 3 points, on va préférer qu'il le prenne avec conviction, plutôt qu'il passe son tour. Puisque, étant donné qu'on a une forte propension à jouer le rebond offensif, on préfère que si quelqu'un est dans la case du bon tir pour nous, pour notre équipe, ce qu'on a défini comme un bon tir, eh bien on préfère qu'il prenne ce tir et que tout le monde soit concentré pour jouer le rebond off, pour mettre de la pression. Et puis il y a des matchs où ça a été le générateur, ou voire le facteur clé de réussite. Ça a été le cas par exemple à la Leaders Cup avec Williams-Narras, qui a eu une surefficacité pendant cette période-là. On voit bien que c'est lié au psychologique, parce que on avait moins de rotation, donc il savait qu'il pouvait faire plus d'erreurs, il a pris les tirs plus en rythme et avec conviction, et finalement, sur un stretch de 3 matchs, il a été suffisamment performant pour nous aider à gagner la Leaders Cup. Ouais, et donc il y a une volonté aussi de ne pas casser le jeu, parce que finalement refuser, si tu es complètement laissé ouvert et que tu refuses le tir à 3 points, si tu es complètement laissé ouvert, ça veut dire que sur tes 4 coéquipiers, ils sont défendus par 5 personnes, donc en plus, si ça se trouve, juste faire autre chose que prendre le tir, ça pourrait être plus dangereux, parce que tu peux faire une passe qui devient un turnover, et un turnover, c'est bien pire qu'un tir raté. Et sur les rebonds offensifs, c'est vraiment, j'avais pas pensé à cette question en écrivant la trame, mais du coup l'autre fois j'avais écouté Van Gundy parler du placement au rebond offensif selon les tirs et selon les placements en défense. Est-ce que du coup ça c'est des choses que vous travaillez un petit peu pour encore plus optimiser la bataille des possessions, de dire sur les tirs dans les corners, c'est tel et tel joueur qui se présente au rebond offensif, si c'est un tir à 3 points en dehors des corners, c'est plutôt des joueurs dans cette telle position, ou alors par rapport, même si, est-ce que la tactique défensive et le placement offensif sur le rebond offensif, il dépend de si la défense en face est en défense de zone ou en défense individuelle? On a une volonté qui est plutôt de faire le maximum, c'est-à-dire d'avoir le maximum de joueurs possible au rebond. Cette volonté-là, elle s'oppose un petit peu on va dire au traditionnalisme de la NBA sur cette question, où en NBA, ils ont beaucoup un triangle de rebond qui vient des corners et qui vient du pivot la plupart du temps. Et les 2 joueurs qui sont dans les postes arrière, eux, ils replient pour former un tandem. Et donc, ça c'est John Wooden, UCLA, ça fait plus de 50 ans que cette démarche-là, elle a été développée. Et leur volonté, c'est 1, protéger le cercle, 2, reconnaître les shooters, et ensuite
remettre de la pression sur la balle. La volonté, elle est un petit peu inversée dans l'idée de tag up, c'est-à-dire d'envoyer tout le monde au rebond. C'est d'impacter les joueurs, de les prendre le plus tôt possible pour finalement prendre la transition offensive à sa naissance. Mettre de la pression dès la cause, au lieu finalement d'être dans une approche un petit peu plus conservatrice et de replier. Mais pour autant, les deux stratégies sont valables. Ce qui fait que l'une marche ou pas, c'est la qualité de ce qui est produit dans l'une et l'autre. Mais pour nous, la volonté, c'est de jouer le rebond offensif à 5. Et donc après, il faut travailler la multiplicité des spacings pendant le rebond. Parce que parfois, on peut être dans une situation de 5 out, et tout le monde doit extérieur de la ligne à 3 points pendant qu'il y a un tir. Donc il faut initier le rebond dans cette situation-là. Parfois, on peut avoir un grand près du cercle, 4 autour, comment on joue. Ou on peut être dans des situations, 3 extérieurs, 2 intérieurs. Et dans ce cas-là, comment on joue autour de ça. Et les endroits d'où vous partez pour aller jouer le rebond, ils sont importants. Donc il faut que nous, on soit capable de travailler et de s'adapter dans toutes ces situations-là. Ouais, c'est super intéressant. Ça fait la deuxième fois, Azad, qu'on nous parle du tag up. C'est Alan Guillou qui disait que c'était aussi un schéma qui voulait exploiter à Santa Clara. Et du coup, il y a vraiment cette approche enfin, je trouve ça passionnant, mais le rebond offensif, enfin, selon l'approche qu'on a au rebond offensif, comment est-ce qu'on gère la transition défensive aussi, et finalement la noyer dans l'œuf un peu, j'ai envie de dire, c'est finalement quelque chose qui est contre-intuitif, mais qui est assez intéressant. Et de l'autre côté, finalement, bah, j'ai presque envie de dire, c'est pareil, on l'avait pas prévu, mais comment est-ce que vous abordez du coup le rebond défensif par rapport à certaines équipes? Est-ce que certaines équipes qui sont très agressives, vous allez avoir aussi des schémas préférentiels? Est-ce qu'il y a cette volonté de se projeter très rapidement, quitte à parfois faire le rebond, enfin jouer le rebond qu'à 4 ou 3? Enfin, par exemple, les Pacers, pour citer un exemple NBA, ils prenaient un rebond, il y avait déjà Siakam qui était déjà sous le cercle adverse. Ou est-ce que ça dépend de l'adversaire? Comment est-ce que vous approchez cette question-là? Pour le moment, on est plutôt sur une dynamique à faire participer tout le monde là aussi au rebond défensif. Avec le niveau de confiance, parfois durant la saison, on peut avoir ces phénomènes d'anticipation. Je pense qu'à Indiana, c'est ce qui s'est passé notamment. Le fait qu'ils aient plusieurs rebondeurs élites a fait qu'ils ont développé des reconnaissances des situations où ils avaient une énorme confiance sur le fait que Miles Turner ou Mathurin allaient prendre certains rebonds. Et donc, à tour de rôle, puisque même si Siakam, c'est un excellent rebondeur, il a souvent pas mal de triple-double dans les saisons et il peut reconnaître et partir dans le dos ou ce genre de choses. Mais pour nous, non, là on est plutôt dans la phase de développer la culture du rebond défensif parce que là pour l'instant on n'est pas au niveau escompté sur cette partie-là. Ça, tu le vois déjà en préparation que le niveau sur le rebond défensif, il n'est pas celui de l'année dernière ou en tout cas il n'est pas celui que tu attends. Après, sur le rebond, l'an dernier, en pré-saison, Oui. on avait pu rencontrer des matchs avec ce phénomène déjà. Ouais. Donc, et voilà, il faut se coordonner, il faut se positionner. Là, on a des joueurs aussi qui viennent de deuxième division, qui étaient d'excellents rebondeurs dans cette division-là, mais il faut prendre les repères du niveau du dessus. Ouais. Que peut-être qu'ils avaient une dominance qui aujourd'hui elle est plus mise à mal parce que le niveau de compétition a augmenté. Donc ils vont être bousculés, ils vont être contraints de faire des choses supplémentaires. Donc là-dessus, il faut qu'ils s'adaptent. Donc la pré-saison, c'est un bon moment pour prendre de meilleures habitudes. Ok. Et on pouvait aussi parler, pour retourner un peu sur les non-shooters, là, plutôt du coup en défense. Est-ce que vous avez une approche par exemple pour les non-shooters? Et est-ce que le rôle du roamer, du coup, qu'on voit de plus en plus en NBA, on a vraiment un joueur en safety, presque en gardien finalement dans la raquette, c'est des choses que vous voyez potentiellement faire, de prendre un joueur dans l'équipe adverse, ou par exemple, quand vous aviez joué contre, je crois que c'était Chalon ou Cholet, où il y avait le fils de Stockton qui est
considérez par exemple comme un non-shooter? Est-ce que c'est un joueur que vous pourriez considérer comme tel, mettre votre pivot dessus, par exemple Jonathan Jeanne que vous avez recruté cette année, qui est plutôt dans la protection de cercle, et dire bah ton rôle finalement c'est de pas t'occuper de lui à 3 points et de vraiment te concentrer sur toujours être présent côté ballon dans la raquette. En plus, avec les 3 secondes en Europe, bah, il y a plus de possibilités de le faire. Est-ce que le rôle de roamer, c'est quelque chose qui est envisageable pour vous, ou est-ce que s'il y a peut-être trop de compromis et ça coûte trop cher en tir à 3 points finalement? Il y a deux éléments. D'abord, le premier élément, c'est que c'est quelque chose qui découle énormément du scouting. Et là encore, par rapport à la prépa, Ouais, on ne veut pas trop rentrer dans ce schéma, puisqu'on veut d'abord travailler sur nos fondations. Donc, considérer tous les joueurs comme des individus propres sur lesquels il faut s'adapter, voire changer les match-ups, c'est un peu trop avancé pour le moment où on est tout de suite. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on s'interdit. Durant l'année, on peut imaginer avoir ce genre de pratique sur certaines line-up. Et cette démarche, bon, il y a un coach qui l'a un petit peu fait pendant quelques années à Manresa. C'est ce qu'on appelle la spy defense, mais en utilisant beaucoup le poste 5 au cœur de la défense. Et donc finalement, les 4 autres joueurs sont en surpression et il y a un joueur qui est laissé et on essaye d'envoyer tout au cercle et l'autre il joue son rôle de protecteur de cercle quasi uniquement. Après, il faut considérer que les objectifs et les dynamiques de jeu de la NBA et de l'Europe sont différents. En NBA, on attaque, la raquette est libre. Donc on veut jouer de manière urgente avec le meilleur porteur de balle pour qu'il soit créateur de jeu. C'est pour ça que les playmakers sont aussi dominants en NBA. Alors qu'en Europe, on joue d'abord pour manipuler le safety, c'est-à-dire pour le faire déplacer et pour l'impliquer dans la défense des actions et donc déformer la défense de la raquette. Et donc finalement, le fait que les dynamiques de jeu vis-à-vis de cette règle-là soient un petit peu inversées, le rôle du roamer, il doit être aussi adapté à ça. Parce que si ça intervient trop tôt dans les possessions, ça peut être également trop visible et trop facilement exploitable dans le jeu européen. Alors que quand ça survient à l'intérieur des possessions, là, je pense qu'il y a des intérêts à masquer certaines situations. Ok. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est une bonne explication aussi de la différence entre bah déjà du fait des règles et du fait des joueurs, la différence entre les deux ligues. Est-ce que ça répondait à tes questions sur les non-shooters, Baptiste? Bah, comment ça, mes questions? Oui, en grande partie, oui, mais c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir l'avis de l'intérieur. Et c'est vrai que le côté Europe est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, nous, en NBA. Et ça m'amène un peu à une autre question, mais t'en as un peu parlé. Les porteurs de balles, ils dictent vraiment le jeu en NBA, peut-être un peu moins en Europe. Mais comment est-ce que vous approchez, par exemple, des porteurs de balles assez élites? Je sais que, enfin, en NBA, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on n'hésite pas à mettre de la pression pour tout faire pour que le porteur de balle, s'il est élite, il lâche la balle. Mais du coup, est-ce que en Europe, c'est un peu pareil? Est-ce que pour vous, c'est pareil? L'approche, elle est pareille? On est prêt à concéder d'autres tirs, même peut-être des meilleurs tirs, mais de moins bons joueurs, tant que c'est pas cette star qui prend la décision? Ou alors est-ce que c'est un peu pareil que pour le rôle de roamer, où la géométrie est tellement différente que c'est un peu des schémas qui sont plus durs à appliquer? C'est très lié au temps et on peut observer ça. Chez les top équipes, par exemple. Peut-être vous vous rappelez quand Monaco a joué l'Olympiakos il y a 2 ans au Final Four, ils avaient cette stratégie-là de faire libérer la balle à Mike James, et notamment quand il recevait la balle, on va dire dans les 8 dernières secondes. À ce moment-là, il y a un joueur qui décrochait complètement et qui venait quasiment trapper ce joueur-là et pour l'obliger à libérer le ballon. Et dans ce cas-là, vous pariez sur soit que les joueurs à 1 passe, à 2 passes soient pas efficaces dans le tir, ou soit qu'ils soient contraints par le temps pour prendre des tirs compliqués. Et vous êtes sur une défense qu'on pourrait qualifier une défense next, où on va aller fort dans les rotations pour retarder le moment du tir et augmenter la pression du temps sur le shooter. Donc ça, c'est des stratégies
qu'on voit, et je pense qu'on verra de plus en plus, puisqu'il y a il y a des joueurs de très très haut niveau qui viennent, par exemple Kendrick Nunn qui est arrivé, ou ce type de scoreur, que quand ils sont laissés dans des duels, on voit bien que la propension à les arrêter, elle est difficile. Donc, les stratégies collectives, elles peuvent, entre guillemets, se multiplier pour ça. Ouais, en fait, le nivellement du niveau de jeu par le haut en NBA, forcément, il découle aussi sur des joueurs qui ont plus leur place en NBA, qui arrivent en Europe, et du coup, qui sont peut-être des joueurs qu'il va falloir défendre à la NBA, dans le sens où il va falloir leur faire sortir le ballon des mains et essayer de trouver un peu des alternatives à des joueurs qui ont des très fortes individualités, peut-être dans un jeu qui aurait été plus collectif avant, quoi. Oui, et puis alors, peut-être que la NBA, c'est aussi évocateur de beaucoup de tendances. Hmm. Même si c'est souvent décrié, même si on entend souvent beaucoup de lieux communs sur la saison régulière, etc., il y a beaucoup de tentatives. Vu la Ouais, multiplicité des matchs, c'est assez normal, il y a ouais. beaucoup de tentatives. Et je trouve que la Ligue, depuis quelques années, elle est redevenue dans l'innovation. Et donc, elle cherche des choses, elle multiplie les idées. Et donc, forcément, il y a des choses qui basculent. Mais le contraire est vrai. Donc, je pense que les vases communicants se sont Ouais. accélérés. Un Ouais. mec qui tente beaucoup, c'est Joe Mazzulla, par exemple, qui lui hésitait pas à mettre Cornet sur McConnell, alors que McConnell portait la balle en plein milieu de saison régulière. Donc là, t'as le truc de, t'as pas beaucoup de temps de scouting, mais ça veut dire que t'as moins de temps de scouting pour préparer chacun des matchs. Donc les innovations que tu tentes, entre guillemets, t'es un petit peu moins sûr, je pense, de les réaliser. Mais t'as aussi plus de force de frappe derrière avec des équipes de data analyst qui vont Ouais. pouvoir te dire, entre guillemets, avec moins de temps, qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Après, si toi, tu as moins de temps pour le préparer, Ouais, l'adversaire, vu qu'il ne l'a pas rencontré, que c'est une innovation, il a eu moins le temps de l'anticiper également. ouais, ouais. Et donc, sa capacité à réagir, peut-être le coup, il peut être gagnant, quoi. C'est une tentative, c'est une prise de risque, mais sur la saison, pour eux, avec 82 matchs, je pense que ça écrase le risque. Ok. Mais ouais. C'est intéressant aussi l'histoire des vases communicants parce que finalement, tu vois, le fait de next le pick and roll ou une défense en next, il y a des équipes qui le font de plus en plus. Orlando, OKC, c'est quelque chose qui vient peut-être de l'Europe mais qui se démocratise aussi en NBA. Et du coup, c'est intéressant parce que je me demande, est-ce que pour vous, par exemple, une équipe comme Orlando, c'est une équipe qui est capable d'un peu selon la possession, complètement changer sa couverture défensive. Et je me souviens, c'est une fin de match, je crois, contre Phoenix, où il change complètement la couverture sur la dernière possession et ça crée une interception. Et du coup, à quel point c'est compliqué et aussi à quel point c'est important pour toi d'avoir une équipe qui est capable de, sur chaque possession ou presque, changer de couverture, c'est-à-dire pouvoir mettre beaucoup de pression, puis après avoir une défense beaucoup plus conservatrice, puis après être capable de next le pick and roll, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? C'est important, on va dire, la priorité, c'est de défendre le danger. Et donc, soit le danger va engendrer des comportements défensifs différents, et visuellement, on va voir que l'équipe a des comportements différents, mais finalement, elle s'est adaptée à ce qui se passe, ou soit l'équipe va être en capacité de maîtriser et de posséder différents schémas tactiques. Et ça, c'est encore une dimension différente. Parce que c'est dur de devenir élite dans plusieurs défenses différentes. Donc, ça, c'est des stratégies d'entraîneur. Nous, on va essayer de développer beaucoup le QI défensif pour lire les intentions de l'attaque adverse. Et souvent, ça prend du temps. Ça demande aussi des joueurs intérieurs qui sont un petit peu experts dans la reconnaissance des situations Ouais. et des joueurs extérieurs qui sont capables de à nouveau rendre la défense neutre. Ça veut dire de casser un avantage grâce au close-out, revenir et reformer une situation où le meilleur tir des adversaires, ce sera au mieux un contre un. Ouais, ok. Et du coup, c'est bien parce que ça rejoint un peu la deuxième partie du podcast. On voulait parler un peu de scouting et de data. Là, tu as parlé de la défense finalement et des
principe défensif dépendait beaucoup des joueurs qui étaient capables de le faire et à quel point tu avais besoin aussi de certains types de joueurs. Est-ce que du coup, tu as un process pour identifier les joueurs qui peuvent fit dans ton effectif, que ce soit du coup défensivement, offensivement, sur la bataille des possessions? Il y a un process un petit peu pour identifier ces joueurs-là? On va dire que ce chiffrage vis-à-vis de la bataille des possessions, attaque-défense qu'on a un petit peu mentionné, ça peut être un filtrage, mais ça peut pas être le seul. Parce qu'encore une fois, l'équilibre de l'équipe, il demande de prendre en compte beaucoup de dimensions et on a besoin de beaucoup de rôles. Et quand on réfléchit à la répartition des rôles, on répartit aussi à la hiérarchie et notamment finalement, on peut réfléchir par la fin. C'est-à-dire que si vous avez un dernier ballon, à qui vous voulez le donner, dans quelle situation, avec qui, et puis vous pouvez construire votre match par la fin. C'est-à-dire essayer de regarder toutes ces situations et regarder dans quel spacing préférentiel vous voulez jouer, etc. Donc, pour définir le cadre de l'équipe et un petit peu la construction du roster, on a besoin de savoir où on va. Et c'est la direction qu'on se donne avec le directeur sportif, avec le staff, qui va conditionner ça en prenant en compte la double contrainte. La contrainte des joueurs que vous avez dans votre effectif, qui parfois est une contrainte choisie, parfois une contrainte subie, mais peu importe. Et puis après, la deuxième chose, c'est les contraintes économiques. Faut savoir que même si notre championnat, visuellement, qualitativement, avec la Betclic, on a cette sensation que le niveau augmente, les moyens économiques, quand on regarde les dynamiques européennes et les dynamiques mondiales du basket, on n'est pas sur le même niveau d'inflation. Donc forcément, pour récupérer des joueurs, on n'est pas toujours les premiers servis. Du coup, c'est un peu plus difficile aussi quand tu montes ton effectif parce que tu peux avoir des surprises tu penses signer un gars et finalement, comme tu n'as pas forcément la plus grande largeur sur le budget, ça peut aller ailleurs, quoi. Oui, et puis il faut relativiser les écarts parfois entre des joueurs qui sont sur des tarifs qui sont assez proches. Je pense qu'il y a beaucoup de surprises parce que justement, il y a des joueurs qui sont à des moments de carrière différents, qui vont arriver, qui vont surperformer par rapport aux coûts qu'ils vont avoir. Mais si on les remet finalement dans l'écosystème du basket mondial, les différences de coûts entre les joueurs dans le championnat français, il n'est pas si important que ça. Ouais. Ah, mais c'est une notion qui est un peu plus dilue que nous, ce qu'on a l'habitude de voir en NBA avec Baptiste. Quand en NBA, il y a un salary cap, du coup, finalement, théoriquement, tout le monde a le même budget. Après, apparemment, parfois, il y a des gens qui essayent de tricher, puis il y en a qui peuvent payer des amendes et d'autres non. Mais finalement, t'as un peu moins sujet à ça, quoi. Ouais, c'est différent. C'est différent. Mais après, il faut qu'on aille chercher de la potentialité à fitter, à correspondre au roster. Et cette potentialité-là, c'est ce qui va faire que votre équipe peut performer. Par exemple, l'an dernier, le fait que un joueur comme Léopold Delaunay augmente sa production statistique et son impact sur le jeu, et qu'en même temps, l'intégration de Noah Penda se fasse bien, fortement, et que de suite, ils prennent une place prépondérante dans l'effectif, ça a été deux facteurs de performance. Parce que vous avez deux joueurs qui arrivent et qui de suite produisent à haut niveau et qui nous ont permis un petit peu de nous rapprocher des meilleures équipes du championnat. Et puis finalement, enfin de ce que je comprends un peu, enfin ça paraît logique que l'importance des jeunes est encore plus décuplée parce que c'est eux qui ont la plus grosse marge de progression, c'est eux qui vont te coûter aussi un peu moins, en tout cas dans la théorie financièrement, qui peuvent entre guillemets te rapporter gros, mais du coup est-ce que eux ils ont une place du coup plus importante dans le recrutement, sachant que c'est aussi plus t'es jeune, moins t'as de data et moins c'est un produit fini, donc t'es un peu aussi moins sûr de ce que tu vas rapporter, quoi. Bien sûr, mais bon, tu peux pas imaginer gagner ou comme tu dis que ça te rapporte gros sans une prise de risque importante.
Donc la prise de risque, elle est sur le fait, est-ce que je crois en la potentialité du joueur et est-ce que je crois en mon système d'entraînement pour amener le joueur à performer à ce niveau-là et à quelle vitesse. Et c'est le pari qu'on a repris avec certains joueurs cette année. Mais peut-être que la courbe, elle va pas avancer à la même vitesse. C'est un risque qu'on doit aussi assumer en tant que club et aussi assumer que parfois ce risque ne sera pas payant. Et ça fait partie de notre mode de recrutement. Ouais, il y a l'idée aussi d'arriver à être. C'est un peu aussi l'idée d'avoir parfois deux timelines, comme ils disent en NBA, celle de vouloir gagner tout de suite et celle de vouloir préparer le futur. Quand tu as des joueurs, entre guillemets, dans ton effectif, comme l'année dernière avec Noah, où tu as l'objectif finalement de draft un petit peu de manière individuelle pour lui, tout en sachant qu'en réalité, le niveau de performance qu'il va avoir sur l'instant T, sur l'année en question, elle va influencer ça, elle influencera aussi du coup vos performances tout simplement sur la Betclic Elite. Et là, par exemple, arriver à un roster fini, est-ce qu'il y a des moyens que tu utilises côté data potentiellement pour identifier les manques que tu vas avoir sur le roster, soit parce que, par exemple, Léopold a été blessé, ou parce qu'il y a des joueurs que vous n'avez pas réussi à signer. Est-ce qu'il y a des manques que tu arrives à évaluer côté data, ou c'est plus par rapport à ta connaissance du championnat et la connaissance des joueurs que tu as dans le roster? Déjà, on peut pas trop consolider les statistiques de joueurs qui viennent de l'extérieur parce qu'ils étaient dans des rôles différents, dans des contextes différents. Donc, si on les additionne et les consolide pour essayer de se dire, voilà, sur quoi on va avoir des points forts, sur quoi on va avoir des manques, je pense que tous nos chiffres, ils sont biaisés. Et hormis confirmer des choses qu'on se dit déjà, on va pas découvrir grand-chose. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un petit peu de vécu collectif pour qu'on puisse en tirer des analyses. Des analyses des line-up, par exemple, des analyses aussi de la production globale de l'équipe, et puis aussi des observables. Par exemple, nous, on fait des observables sur notre défense pour cibler qui est responsable de quoi. Ouais. Et c'est une question qui est très subjective parce que elle passe au filtre de nos règles défensives. Donc, quelqu'un ne peut pas réutiliser l'outil et le calquer sur sa propre équipe. Ça ne fonctionnera pas. Chaque équipe doit avoir finalement sa manière d'évaluer. Et donc là, on peut identifier des manques. Après quelques matchs, on peut se dire, voilà, là, on a des manques. Et ensuite, ces manques, ils peuvent faire l'objet de deux choses. Travail individuel pour essayer de renforcer certaines compétences ou travail collectif pour essayer de masquer ça. Mais on sait que si on masque ça, très certainement qu'on va découvrir autre chose. Donc il faut trouver des équilibres pour se dire, finalement, quels sont les risques plus importants, le poison en fait sur lequel on veut développer un antidote, ou sinon on se dit non, en fait notre système immunitaire il va réguler ça et petit à petit on va être capable de développer des manières de gérer ça un peu mieux et que ça nous impacte pas trop vis-à-vis du résultat. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Franchement, je pourrais écouter ça pendant des heures. Mais il y a du coup un peu plus sur la data. Tu parlais un peu de système immunitaire et de choses dont vous êtes prêt à laisser ou des choses que vous voulez réguler, etc. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs statistiques sur l'ensemble d'une saison ou sur un match sur lesquelles, on va dire, vous essayez vous essayez d'avoir le contrôle, c'est-à-dire peut-être la bataille des possessions, peut-être que c'est juste ça simplement, mais des choses qui sont un peu corrélées à la victoire, à vos victoires en tout cas, ou en tout cas à des bonnes performances, autres que le pourcentage de réussite à 3 points qui est un peu plus volatile, pardon. Mais est-ce qu'il y a vraiment des stats sur lesquels vous essayez d'avoir le contrôle pour gagner? Chaque année, on fait un petit outil avec l'équipe qui s'appelle le scorecard. Donc, c'est se dire quelles sont les 10 statistiques qui vont nous permettre d'avoir une évaluation plus objective du résultat. Et c'est-à-dire que la victoire-défaite, ça peut être un petit peu subjectif. C'est-à-dire que oui, c'est l'état de fait, tu as gagné, tu as perdu, mais parfois, sur ce match-là, il y a des conditions tellement particulières qui font que quand tu rentres dans le détail de l'analyse, je sais pas, tu t'es créé par exemple
2 fois plus de tirs à 1 contre 0 que l'adversaire, avec des joueurs que tu voulais qui tirent, tu les as pas mis, tu perds, bah peut-être que tu dois peut-être pas remettre en cause tout ce que tu as fait vis-à-vis du résultat. Donc on essaye d'avoir ces 10 chiffres-là et on essaye de ne pas être prisonnier d'une année sur l'autre. C'est-à-dire de se dire, ben non, mais il faut qu'on identifie les 10 chiffres qui correspondent à notre équipe. Ouais. Et donc là-dessus, c'est pas évident parce que ce qu'on voudrait dire derrière ça, c'est que chaque équipe a une formule. Quand elle atteint certains chiffres, elle est plus proche de la victoire. Et donc, par exemple, l'an dernier, on savait qu'on avait le nombre de rebonds offensifs, parce que c'était un des chiffres clés pour gagner la bataille des possessions l'an dernier pour nous, pour notre équipe. C'est là-dessus qu'on était la meilleure équipe du championnat sur ce domaine-là. Donc forcément, il fallait qu'on aille chercher de la performance là-dessus. Mais on avait également un très bon contrôle du rebond défensif. Donc là, il y avait un deuxième chiffre là-dessus. Et ensuite, il y avait notre ratio entre nos passes décisives et nos rebonds off. Et là-dessus, quand on isolait les 2 stats qui entraînaient, enfin on va dire, qui étaient le plus corrélés avec les victoires, c'est l'association des deux. Et donc, petit à petit, en avançant dans la saison, on peut affiner et se dire, voilà, ces 2 chiffres-là, quand on est dans cette production-là, ils correspondent, pour nous, ils correspondaient à notre efficacité au rebond off et à notre volonté de partager le ballon et partager les responsabilités. Puisque l'an dernier, dans le championnat, on avait aussi un usage des tirs qui était le plus concentré. Sur les 9 joueurs, c'est nous qui avions le moins de variance entre le joueur qui prenait le plus de tirs et celui qui prenait le moins de tirs dans nos 9 professionnels. Donc, c'est pour ça que ces 2 chiffres-là, l'an dernier, ils correspondaient à notre identité d'équipe. C'était un petit peu notre formule d'équipe. Ouais, il y a un truc qui est très lié finalement à ton effectif et aussi à comment ton effectif se jauge par rapport à la compétition que tu as. Parce que là, je me demande, par exemple, pour cette année, est-ce que vous allez faire 2 fois 10, 1 fois 10 pour la BetClick et 1 fois 10 10 autres indicateurs pour le championnat d'Europe? Ou est-ce que du coup vous gardez les mêmes et du coup tu auras un plus gros échantillon finalement de statistiques à regarder parce que tu auras plus de matchs? Parce que c'est un des problèmes que, en participant un petit peu aux analyses statistiques du Mans l'année dernière, c'est très vite tu te retrouves confronté au manque de taille de l'échantillon et parfois prendre des décisions où tu te dis c'est plus du ressenti que de la conclusion parce qu'il nous manque de taille. Là, vous allez avoir un échantillon plus grand, mais finalement, il y a toujours le mélange de l'opposition et les équipes finalement que vous allez rencontrer en Europe. Est-ce que tu penses que ce sera utile de les comparer avec les stats de la BetClick ou est-ce qu'il faudra les isoler et finalement du coup avoir 10 indicateurs BetClick et peut-être 10 autres indicateurs en Europe? Notre parti pris, ça va plutôt être de les consolider. Consolider parce que notre ambition, c'est plutôt de travailler sur nous et de renforcer. Et donc dire, si on a moins de temps disponible, il faut qu'on continue de passer le plus de temps disponible à travailler sur nous. L'idée, c'est quand même de développer l'équipe. On reprend cette idée qu'à l'intérieur du roster, on a de la potentialité, mais qui nécessite du travail. Et que ce travail, déjà, on n'est pas certain de le faire aboutir à la vitesse d'une saison. Donc, on ne peut pas non plus le diluer dans une préparation à outrance que de l'adversaire. Il faut qu'on passe du temps sur nous et il faut qu'on avance en tant qu'équipe. Donc, sur les chiffres clés, je pense plutôt qu'on sera sur une démarche de consolidation. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on intègre les matchs de préparation tant qu'on n'a pas au moins 10 matchs de championnat. Oui. Et donc, comme ça nous fait déjà un repère à 20 au bout de 10 matchs de championnat. Et puis après, hop, on bascule à intégrer plus les matchs de championnat. Donc, même si c'est pas exhaustif, c'est pas parfait, évidemment. Mais bon, on est dans cette démarche-là. Et puis avec la Coupe d'Europe, ça fait un échantillon qui se remplit 2 fois plus vite aussi. C'est vrai. Un échantillon stat qui se remplit 2 fois plus vite. Azad, je sais pas niveau temps comment on est. C'est plus question, Guillaume de nous dire, est-ce que Guillaume, on a encore un peu de temps pour parler des jeunes? Ouais, pas de problème. Super. Vas-y Azad, je te laisse la parole. Du coup, c'était une question que Baptiste avait eue par rapport à l'âge et justement au plafond de certains joueurs par rapport au foot. Donc Baptiste, je te laisse y aller. Non, mais parce qu'en fait, j'essaye un peu de regarder le plus de choses possible, tout simplement. Et c'est
j'ai plus le média en tête, mais je crois que c'est White Scout, qui est un média sur le football, qui fait un très bon taf d'ailleurs, que je salue. Et en fait, ils avaient sorti une étude qui montrait que, en gros, la courbe de progression des joueurs, en tout cas dans les 5 grands championnats footballistiques, elle s'arrête souvent aux alentours des 24 ans. Alors il y a des différences par rapport au poste, par rapport au passé des joueurs, et évidemment il y a des courbes qui sortent du lot, des exceptions. Mais du coup, est-ce que pour toi, par rapport aux jeunes, il y a ce côté aussi finalement où il y a un moment où ça va se lisser? Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que pas forcément? Vous croyez toujours à une progression jusqu'à 35, 40 ans, 42 ans? Je sais pas, mais je sais que par exemple en NBA, c'est quelque chose qui revient souvent, mais enfin au basket généralement, on sait aussi que le tir progresse avec l'âge. Donc est-ce que c'est un peu différent du foot? Est-ce que vous avez la même approche par rapport à ça? Ah, alors, déjà, le football est un sport avec un lien avec la précocité. C'est-à-dire que les joueurs ont une Hmm. maturité athlétique, physique, qui est plus précoce que celle de nos morphotypes à nous, puisque on va dire que eux, ils sont sur l'idée, on va reprendre le schéma des 10 ans d'entraînement de très haut niveau pour arriver au top. Ben, à 13-14 ans, l'identification des talents est bien plus avancée au foot qu'elle l'est au basket, puisque eux, le premier pic de croissance est, on va dire, plus important pour eux. Pour nous, le deuxième pic de croissance est plus important, puisque la taille a un impact plus fort. Donc, si on fait une règle générale, mais on est plutôt autour de 17-18 ans, autour de 17 ans sur le deuxième pic chez les basketteurs. Donc si on prend 10 ans à partir de là, déjà on décale l'évolution, ne serait-ce que morphologique du joueur et la maîtrise complète de toutes ses aptitudes motrices. Donc on part plus à 28 ans. Et ensuite, on est un sport de petit terrain avec comme facteur principal l'adresse et la technique fine. Ce qui est pas le cas pour tous les postes au football, et notamment parce que la répartition des tirs au but et des tirs au cercle n'est pas du tout le même. Et donc, pouvoir se réinventer au basket, c'est quelque part beaucoup plus facile qu'au football. Puisque, en fait, sur le petit terrain, le nombre de fois où on est potentiellement impliqué dans les actions offensives ou défensives, bah, tout ça, c'est des pistes d'amélioration et d'évolution. Et alors que si au football, vous n'êtes pas dans les schémas préférentiels du jeu, si on n'a pas détecté ces choses-là chez vous, c'est, et que vous arrivez sur le très haut niveau, c'est plutôt exceptionnel que vous basculiez dans ces schémas de passe ou ces schémas décisionnels. Alors qu'au basket, moi je vais donner l'exemple d'un joueur dans mon équipe, avec Wilfried Diégueté par exemple, qui est un joueur vétéran, expérimenté, qui a été et un très fort joueur universitaire avec Florida, qui a plus de 10 ans de carrière en France. Ben pour moi, l'an dernier, il a continué d'étoffer sa qualité de poste d'écran, de qualité de short roll, de passe, de flotteur, et donc forcément, ça lui a ouvert de nouvelles dimensions à l'intérieur du jeu. Et donc, pour couper avec la question, je pense que la potentialité et le développement au basket, c'est deux choses qui ne sont pas toujours corrélées. C'est-à-dire que le potentiel, c'est quelque chose individuel. Ben, on ne sait pas si le joueur il va aller au maximum de son potentiel. Par contre, le développement, c'est plus un process, quelque chose qu'on peut maîtriser. Et si on a bien identifié avec le joueur des zones de progression, je pense que durant toute sa carrière, il peut progresser. Et encore plus en Europe, où finalement on a les joueurs pendant plus de 10 mois, au quotidien. Donc si le joueur il a cette volonté-là et que nous on se donne les moyens de le faire, je pense qu'on a de la matière pour faire avancer le joueur. Ouais. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, le joueur, il progresse pas forcément le niveau intrinsèque, mais il progresse par rapport à sa perte de physicalité, sa perte de vitesse et ces choses-là. Et en fait, il continue à progresser techniquement pour pallier potentiellement à finalement le corps qui finit un petit peu par défaillir. Donc il y a aussi cette capacité de progresser dans certains aspects pour changer de rôle et avoir une carrière plus longue. Et je trouve qu'en NBA aussi, ça se voit pas mal. L'exemple récent, c'est Jrue Holiday qui est passé d'un porteur de balle
un poseur d'écran connecteur finalement qui a totalement changé la typologie de tir qu'il prend, le volume de tir, à quel point ils étaient assistés ou pas et où est-ce qu'ils sont pris sur le terrain. Et donc on pourrait voir ça comme une régression, mais en fait il y a une vraie progression parce que c'est-à-dire qu'il a été capable de changer pour s'adapter et pour surtout rester dans des environnements qui sont compétitifs. Parce que comme tu disais tout à l'heure sur les joueurs que vous allez chercher en G-League par exemple avec les Clippers, t'as pas besoin d'avoir des porteurs de balles créateurs parce que ceux-là ils sont déjà en NBA finalement et t'as aussi besoin de progresser peut-être sur la partie éboueur un petit peu du basket, de faire toutes ces choses-là finalement qui ont une grande valeur ajoutée, mais t'as besoin en fait que les 4 autres joueurs sur le terrain le fassent quoi. Ouais, et la valorisation, je trouve, de ces autres choses euh, est de plus en plus reconnue. Ouais, Notamment, Alan disait pareil de ah Sven. oui, les joueurs qui coupent, par exemple, les joueurs qui sont des joueurs de spot-up. On va dire que le playmaker, évidemment, il demande de la vigilance défensive. Mais le deuxième joueur qui demande le plus de vigilance défensive, c'est le joueur qui est très efficace sur le catch and shoot. Puisque ce joueur-là, il a souvent des efficacités qui sont comparables à celles de la star de l'équipe. Donc, forcément, défensivement, il y a des focus importants et on peut pas autoriser ou laisser ces tirs-là de confort à un joueur qui est aussi élite dans cette dimension. Et du coup, pour continuer un petit peu sur l'aspect formation et l'aspect potentiel, cette année, du coup, cette dernière année de Noah Penda en France, comment vous l'avez vécu au MSB? Comment en termes de coaching ça s'est passé? Et en termes aussi d'exposition, ça a été du coup aussi, je pense, une nouvelle expérience d'avoir un petit peu tous ces enjeux-là. Et du coup, bah, comment ça s'est passé et pour lui et pour toi? Et qu'est-ce que vous avez appris finalement sur ces 12 derniers mois avant la NBA? Bah, déjà de travailler en mode un petit peu ouvert, puisque chaque semaine, quasiment chaque entraînement, il y avait quelqu'un qui était là en visite. Ouais. Donc ça oblige l'organisation à réfléchir autrement, comment elle ouvre ses portes, comment elle intègre, aux joueurs aussi de s'adapter un petit peu, parce que c'est pas anodin. Donc ça, c'était un premier point. Et puis après, c'est d'intégrer ce projet individuel dans le collectif. Là, si on a pu le faire, et de manière aussi fluide, c'est l'intelligence de l'organisation, mais aussi la maturité de Noah. Et peut-être essentiellement la maturité de Noah. Puisque dès qu'il est arrivé, on a commencé à installer un fonctionnement. Mais lui, à l'intérieur de ce fonctionnement-là, il s'est connecté aux autres, il a été très respectueux. Enfin voilà, il a beaucoup de valeur dans le travail quotidien. Et donc, avec sa manière de faire, qui est plutôt linéaire, petit à petit, les joueurs ont compris que même si, évidemment, il était ambitieux, c'était pas déconnecté du projet collectif. Et que sa volonté à lui à bien jouer, à faire les bons choix, à être quand même orienté vers les autres, orienté aussi vers toutes les tâches que tu disais tout à l'heure, puisque Oui. quand on avait regardé statistiquement la ligue, Ouais, ouais. il était avec Robertson, le joueur qui sortait du lot dans cette polyvalence. Et, euh, et donc le fait qu'il soit orienté vers tout ça, je pense que ça a facilité son intégration et les autres ont compris qu'il y avait un équilibre et un équilibre qui était favorable pour performer en tant qu'équipe. Donc finalement, sa réussite individuelle allait servir l'équipe. Et donc ça a jamais été une énorme question, mais dû à son éducation et à sa manière de faire des choix sur le terrain. Ouais, finalement, c'est un peu la même réponse que nous donnait Alan aussi, mais c'est un côté cercle vertueux. C'est-à-dire, plus il est bon, plus on le verra, et plus il est bon, plus c'est bénéfique pour le club aussi. Donc finalement, c'est un peu la réponse logique, j'ai envie de dire. Mais je sais pas si t'as le droit de répondre à ça, mais t'es content qu'il soit allé à Orlando, dans une équipe qui a des schémas, je trouve, en tout cas sur le profil, qui lui correspondent pas mal, quoi, sur le côté playmaking défensif, etc. Ouais, bien sûr, je pense qu'avec l'identité de l'équipe, il colle. C'était un joueur qu'ils avaient coché parce que je pense qu'ils l'ont vu beaucoup. Ils ont un scout international qui est très présent en France depuis des années, qui connaît Noah depuis, oui, depuis qu'il est rentré à l'INSEP. Ok. Donc, c'est un, c'est une franchise intéressante pour lui parce que je pense que dans l'opposition du quotidien,
il peut montrer qu'il peut bousculer un petit peu ce truc-là. Après, à lui de se créer son opportunité. C'est la première fois, je pense, que il est sur la ligne de départ, mais il n'est pas en pole position. Oui. Donc, forcément, il va falloir qu'il se découvre dans cet environnement-là. Il va y avoir des périodes. On sait que c'est pas toujours facile notamment pour les joueurs français de valider ce premier contrat et de réussir à s'imposer dans un roster. Donc, pour lui, c'est le challenge. Maintenant, je pense qu'il a et l'épaisseur et aussi les particularités. Parce que pour se rendre compte de ce qu'il apporte, il faut l'avoir au quotidien. C'est pas un joueur qui est facile à tracer dans certains aspects statistiques, mais par contre, quand il est dans l'environnement, sa force physique, sa tenue des espaces, ses aides, ses rotations, ses passes, on voit qu'il a ce rôle de facilitateur. Ouais. En plus, Orlando, c'est pas mal. On verra. Ils ont choisi d'aller le chercher parce qu'ils ont pris le draft, ils ont pris le tour de Boston, donc ils ont échangé. Moi, je me suis réveillé le matin du deuxième tour, j'ai vu à Boston pendant un instant, j'étais là, et finalement Orlando. Mais je pense qu'Orlando fit très bien, et je pense qu'aussi à l'époque NBA où la G League devient de plus en plus aussi un moyen de pas être pas être un passage négatif, mais en fait d'être des passages très positifs. Quand on voit, on a fait une vidéo sur J-Huff récemment qui a fait une grosse carrière en G-League. Cornet a eu un gros passage en G-League, Sam Hauser aussi. Donc il y a quand même, entre guillemets, des choses très positives qui ressortent de la G-League. Et c'est vrai que si dans un environnement aussi compétitif parfois qu'Orlando, il y a aussi, entre guillemets, il n'y a pas que le Magic finalement comme possibilité pour sa première saison. Et des passages en G-League peuvent être hyper formateurs, surtout quand ça permet en fait d'évaluer tout le potentiel qu'il va avoir défensivement et aussi offensivement, puis travailler sur le rythme de jeu américain et peut-être aussi le shoot. Donc il y a beaucoup d'espoir finalement de choses qui peuvent bien se dérouler, même en dehors du simple cœur du Magic, quoi. Ouais, je pense observer la G League comme une voie de garage, c'est terminé. L'an dernier, statistiquement, il y a moins de 10 joueurs draftés qui ne sont pas passés par la G League. Donc, ça vous résume bien que toutes les dynamiques de franchise aujourd'hui, c'est de construire des allers-retours et se dire, aujourd'hui, on n'a pas des joueurs qui sont finis ou qui sont NBA ready. Et c'est pour ça que parfois, les gens sont, comment ça se fait que lui est drafté et pas lui, etc. Mais parce que le plan des équipes NBA, il est pas que à l'instant T. Il est aussi de se dire, si on le passe au tamis de ce qu'on peut faire au quotidien pendant 1 an, 2 ans, on peut imaginer que c'est un joueur qui va peut-être soit renforcer notre culture, rentrer dans le roster, devenir un joueur d'équipe, voire s'imposer vraiment dans la line-up un peu plus fortement. Mais ils peuvent avoir cette ambition-là. Mais par contre, ils sont obligés de le passer au test de leur quotidien. Et il y a des joueurs qui vont réussir ce passage-là, et puis d'autres qui vont toucher un plafond. Mais ça, c'est le propre aussi de la compétition de haut niveau. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir peur. Ça fait partie du chemin, quoi. Oui, surtout que les 10 que tu cites qui ne sont pas passés par la G-League, souvent c'est les premiers choix de draft, quoi. C'est les méga stars, ou alors c'est Alexandre Sarr, il n'a pas dû être en G-League, c'est Zachary Zaché qui n'a pas dû faire de G-League. C'est ce genre de joueurs qui finalement sont un peu à part, c'est eux l'exception. Sur une draft de 60 avec tous les undrafted, c'est beaucoup plus les 10 qui sont l'exception que la norme, alors que instinctivement on a peut-être envie que ce soit l'inverse, quoi. Oui, la rotation des équipes, c'est un petit peu accéléré, mais elle s'est surtout densifiée. C'est pour ça que vous voyez que les équipes, elles ont fait le forcing pour avoir plus de two-way, plus d'exhibit 10, etc. Ouais. Parce que pour organiser leur propre rotation, ils essayent d'avoir plus de place parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la ligue, mais que c'est dur d'en faire sortir d'autres. Et donc là, il y a une espèce de bouchon d'étranglement. Puis même au niveau des contrats, comment c'est géré maintenant? Si tu draftes bien, tu as beaucoup moins de problèmes financiers que si tu dois aller signer ailleurs. Et finalement,
de drafter parfois sur un plan de 2 ou 3 ans. Bah, encore une fois, sur les Celtics, tu vois, Sam Hauser, ils ont réussi à le signer pour pas cher en interne avec les bons droits parce qu'ils l'ont fait sortir de la G-League alors que c'était un mec qui était non drafté. Donc finalement, même financièrement, sur le long terme, je pense que la G-League va prendre de plus en plus de place, pas seulement de laboratoire, mais même de centre d'entraînement et de développement pour ces joueurs que tu vas pouvoir intégrer sur des contrats plus petits pour garder finalement de la marge pour avoir ta ou tes superstars qui vont te faire gagner des matchs, quoi. Alors, clairement, pour la construction financière, par contre, pour faire gagner des matchs, je pense que on, on va de plus en plus compter sur l'utilisation plus large du nombre de joueurs, que cette dimension-là, je pense que des équipes, tout à l'heure tu mentionnais Indiana, mais OKC également, elles vont mettre un petit peu à la mode cette idée de dire ben, il faut travailler le roster avec de la profondeur, soit pendant l'année pour pouvoir s'auto-remplacer et faire en sorte que quand il y a des manques, notamment des manques de stars, ben, on utilise ça comme des opportunités pour faire monter les mecs en compétences, pour que ben, peut-être des mois plus tard, quand ils soient en position de nous aider à faire gagner, ces joueurs-là, ils soient capables et qu'ils aient des rôles de facteur X. Ouais. Pour faire un dernier petit pont avec la NBA, tu parlais du projet du coup Noah Penda qui avait entre guillemets été arrivé à sa fin et que du coup il y allait d'avoir de futurs projets. Est-ce que du coup vous avez des futurs prospects NBA au MSB pour l'instant? Est-ce que ça fait partie un petit peu du projet? C'est quoi un petit peu voilà, les prochaines étapes côté formation de jeunes potentiellement pour faire le pont vers la NBA du côté du Mans? Déjà, être prospect NBA, c'est pas toi qui le décrète. Oui. L'attraction, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire que ta production terrain va parler d'elle-même. C'est ça ta carte de visite. Et donc là-dessus, ben, on a des joueurs qui, on va dire, sont à la porte d'être intéressants. Donc il y a encore beaucoup d'étapes. Mais Bastien Grassov qui a fait un bon championnat d'Europe Ouais. avec les U18 par exemple, ben, on voit qu'il a des qualités. Maintenant, elles sont très éloignées de l'évaluation nécessaire pour la NBA. Le petit frère de Noah, Swan, ben, on voit qu'il a de la potentialité. Par contre, il a commencé de s'entraîner sérieusement beaucoup plus tardivement que Noah. Donc, il faut qu'il rattrape un petit peu certains aspects. Il a eu une énorme croissance sur les dernières années. Donc, on voit que son potentiel est là, mais lui aussi, il faut qu'il transforme le potentiel. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Et nous, la seule chose qu'on peut garantir, c'est le travail quotidien, ce process-là. Et puis, si à l'intérieur de ce process-là, eux, ils produisent suffisamment pour susciter de l'intérêt extérieur, bah après, ça, on va dire, c'est une autre conséquence. Donc, on va dire qu'on va reprendre l'idée de cercle vertueux. On travaille d'abord pour le joueur à l'intérieur de notre environnement pour qu'il réussisse à performer dans notre environnement. Et si sa performance elle est suffisante pour avoir de l'écho à l'extérieur, ben ça c'est tant mieux pour lui et même aussi tant mieux pour le club. Puisqu'on voit bien que la saison de Noah, elle a amené aussi une communication positive sur notre environnement de travail et sur le club l'an dernier. Ouais. C'est sûr. Et je voulais rebondir un peu sur les Pacers. Alors du coup, on s'éloigne un peu des jeunes. Enfin, pas des Pacers, forcément les Pacers, mais un peu ce que je lis entre les lignes. Les Pacers, c'est une équipe qui joue avec énormément de rotation. Il y a 10 joueurs presque qui jouent tous les matchs. Je sais que Memphis, c'est une équipe qui fait aussi ça, qui en fait avait un style de jeu beaucoup basé sur le rythme et qui du coup avait des joueurs qui jouaient jamais plus de 30 minutes par match pour toujours être à bloc en quelque sorte. Et de ce qu'on comprend un peu aussi de ce que vous faites au MSB, c'est un peu c'est un peu ça l'idée aussi. Et tu l'as dit, vous avez 9 joueurs qui ont un usage qui est très bien réparti, etc. Mais du coup, un peu pour élargir, est-ce qu'il y a des coaching staff, des tendances que tu vois et qui t'inspirent potentiellement, qui te donnent des idées? Est-ce qu'il y a des coaching staff plus que d'autres? Peut-être celui d'OKC, je sais pas, ou pas forcément. Ouais, ben, en NBA, les exemples que tu as cités, c'est des exemples qui sont très parlants. Soit dans l'utilisation de certaines choses qu'ils font sur le terrain, par exemple Indiana, dans le jeu de relance, avec la polyvalence dans la relance, la capacité à courir, à s'adapter à plusieurs spacings, mais des spacings sur tout le terrain et non pas que des spacings sur le demi-terrain, d'arriver en jouant constamment, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Et la manière dont ils ont
finalement monter leur créateur. On parlait de McConnell par exemple tout à l'heure, quand il sort du banc, il amène tout de suite un deuxième souffle. Donc ça c'est une chose. Memphis, avec Thomas maintenant encore plus, l'instauration du tag-up en NBA, qui est quand même une question, est-ce que ça peut marcher avec des stars, est-ce que ça peut marcher avec le nombre de matchs, etc., tout en connaissant la contrainte physique et d'intensité que ça demande. Donc ça c'est une chose. OKC, c'est plutôt la dimension de couverture du terrain, défensivement. Ils sont devenus la meilleure défense de NBA en faisant des choix forts, notamment en ne soyant pas obnubilé par la défense des corners. Et ça, c'est quand même un peu à contre-courant de ce qui se passait en NBA depuis des années, où vraiment le tir corner avait l'impression que c'était la kryptonite de toutes les défenses. Et eux, ils en ont pas fait. Finalement, ils ont essayé de dire, nous, on préfère voler des ballons et contraindre des situations plutôt que d'être conservateurs. Et donc, ça leur a aussi permis de gagner un titre d'avoir cette approche défensive. Et puis en Europe, il y a des équipes qui bousculent les hiérarchies qui sont très intéressantes. Moi, l'équipe qui m'interpelle à deux niveaux, c'est Malaga. Malaga parce que, en termes de management, ils tiennent tout le monde, championnat, Coupe d'Europe comprise, à 20 minutes maximum. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs, même on va dire, des joueurs qui sont un peu stars en Europe, qui viennent dans ce système-là et qui vont être contraints et en termes de minutes et en termes d'usage et de partage des responsabilités. Donc en termes de management, c'est déjà, on voit bien qu'il y a une culture qui est très identifiée là-bas. Et puis cette culture, elle va jusqu'au résultat. Puisque l'an dernier, ils ont encore gagné la BCL, ils ont perdu de justesse dans les playoffs d'ACB. Toutes ces choses-là font que voilà, c'est un staff qui m'interpelle. Ibon Navarro, c'est un très bon coach. Et il a une approche qui est un petit peu... en fait, on va dire, il n'accepte pas certains biais. Et donc, il se dit non, mais c'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, il est très exigeant, notamment dans les déplacements demandés aux joueurs, dans la continuité de mouvement. Et son équipe est souvent très intéressante à regarder. Et ça, du coup, ces coachs qui sont dans d'autres coaching staff, est-ce que vous arrivez à être en lien, finalement, entre guillemets, vous êtes parfois en compétition, bon là pas forcément si c'est des coachs en NBA ou en Espagne, même si potentiellement en BCL ça peut être le cas. Est-ce que du coup, au fur et à mesure de ta carrière, tu as créé un peu un réseau de coachs avec qui tu peux échanger, ou c'est quand même beaucoup chacun de son côté et on apprend que en regardant ce que les autres font? Non, on peut échanger. Aujourd'hui, on va dire, souvent il y a une personne interposée entre nous. On connaît tout le temps quelqu'un qui connaît très bien le coach. Donc si on veut avoir un échange, on peut avoir un échange, plus souvent dans l'intersaison que durant la saison. Et puis sur des points précis. Une autre des choses qui ouvre les échanges, c'est le recrutement des joueurs. Souvent les étés, on a des appels d'autres coachs, des coachs d'Euroleague, des coachs d'Eurocup, de BCL ou de gros championnats qui veulent recruter des joueurs qui étaient dans le championnat français. Donc petit à petit, ça permet d'étoffer le réseau. Et voilà, et puis après, il y a les rencontres aussi. Le fait que Thomas Lissalo l'an dernier était dans le championnat, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises avec lui. Cet été, avec le staff de la NBA, ça a été le cas aussi avec Joe Mazzulla, avec qui j'ai pu passer 3 jours d'échange également. Bon, toutes ces choses-là font que forcément ça aide à se construire parce qu'on a quelqu'un qui vit le même métier mais avec souvent des conditions encore plus de pression, etc., d'enjeux encore plus forts. Et donc, on peut partager sur les problématiques managériales, la gestion individuelle aussi du coach, dans son quotidien, dans son rapport avec la famille, dans son rapport avec le stress. Vous voyez, c'est des choses où finalement, on peut se retrouver chacun à son niveau. Mais on va se retrouver. Et puis après, à gérer des questions aussi techniques, stratégiques, sur lesquelles ce qui nous intéresse à discuter aussi avec un autre coach, c'est qu'il sait l'importance de la prise de décision et que ça a des conséquences. C'est pas simplement une idée en l'air, ah tiens, on pourrait faire ça.
C'est quelque chose que, lui, il sait, bon, si je décide ça, il y a des répercussions sur le jeu, Ouais. il y a des répercussions sur les individus, il y a des répercussions sur plus, 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 plus. Et donc, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui a réfléchi son système, qui a réfléchi à sa cohérence et sur laquelle on peut questionner en profondeur. Ok, trop bien, très clair. Petite dernière question sur la victoire tactique préférée de la saison avant de te laisser partir. S'il y en a une qui t'a marqué sur cette saison-là, enfin sur la saison dernière, une victoire tactique où tu t'es dit, bon là finalement on avait bien préparé notre coup et ça t'a permis soit d'enrichir le plan de jeu, soit d'apprendre sur... Peut-être pas forcément une victoire, d'ailleurs ça Ouais. pourrait être une défaite, mais peut-être des choses un peu tactiques qui t'ont vraiment soit permis d'apprendre la saison dernière, soit qui t'ont apporté des choses positives. Ou Ouais, juste là, qui t'a donné beaucoup de plaisir, quoi. Oui, Juste, finalement, tu t'es ouais, dit, ouais. tout s'est bien passé, Juste à kiffer, génial, quoi. Voilà. la victoire en Leaders Cup contre Monaco, Ouais. il y a plein de raisons à ça. C'est que c'est l'aboutissement un petit peu de notre année, quand on prend du recul, d'avoir gagné un titre avec Le Mans, mais surtout dans les conditions dans lesquelles on était. Noah Penda blessé et Techen Thomas blessé, donc les deux joueurs qui Ouais. jouent le plus de minutes et les deux plus grosses évaluations de notre équipe à ce moment-là de la saison, Ouais. qui ne jouent pas. Vous jouez contre la meilleure équipe du championnat. Et voilà, le choix tactique qu'on fait, c'est de se dire, non mais on fait all-in sur notre manière de jouer. C'est-à-dire que même si on n'a que 7 pros plus Loïs Grasshoff, notre espoir qui a beaucoup joué, on va quand même jouer le jeu des possessions, on va quand même relancer, on va quand même être sur de la pression balle, on va quand même jouer le rebond offensif, on va quand même jouer notre jeu sans ballon avec énormément de volonté. Enfin, tous ces éléments, ils ont convergé sur le fait de dire, non, si on doit jouer ce match, jouons-le avec notre identité. Et après, on verra ce qui se passe. Et je pense que cette détermination à l'intérieur de notre projet et le fait que finalement les gars ils ont cru à ça, ils se sont livrés dans la bataille. On a pris un avantage au début du match qui a été un peu surprenant pour l'équipe de Monaco et on a gardé le fil. On a gardé le fil, même quand ils se sont rapprochés, on a gardé ce fil-là, ce qui nous a permis de faire un match d'une efficacité offensive un petit peu hors norme contre une des meilleures défenses d'Europe. Et notamment parce que eux, souvent, ils ont le contrôle du pace. Mm. Et ce jour-là, dans la bataille tactique, on a réussi à dominer le rythme du jeu. Et donc, forcément, pour plein de raisons, à titre individuel, forcément, gagner un titre en Betclic, c'est quand même une émotion super. L'année où on arrive dans un nouveau club. Et puis avec aussi une équipe qui s'est mis à fond dans le projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueurs qui étaient en train de se regarder sur ce match-là. Tout le monde était vraiment très uni. Et le faire dans ces conditions, encore une fois, avec des joueurs importants manquants, ça a fait passer la dimension d'équipe avant tout les individus. Et je pense que jusqu'à la fin de la saison, on a toujours essayé d'être là-dedans. C'est aussi pour ça qu'on a fini le championnat avec 5 victoires sur les derniers matchs, je pense. Trop cool, très clair. Puis en plus, il y a l'aspect de faire équipe, de repartir avec un trophée. Et aussi ce que tu disais parfois quand on discutait des matchs potentiellement même avant les playoffs, le but c'est pas toujours de gagner, mais c'est de rester dans le match le plus longtemps possible. Parce qu'en réalité, la victoire et la défaite, comme tu disais, parfois c'est pas que de ton fait, il y a des choses que tu maîtrises pas. Par contre, te mettre dans le match le plus longtemps possible, c'est le but. Et quand t'as un trophée au bout, finalement c'est que t'as pris la bonne décision. Donc trop cool. Petit mot de la fin, Baptiste, pour conclure cette belle heure et enfin ces belles 80 minutes finalement. 80 minutes, c'est à moi de conclure. C'est alors Ah, tu m'envoies une patate chaude, non, mais en tout cas, je pense. fin de possession. J'ai trouvé ça passionnant. Je trouve que c'est toujours très très cool d'avoir quelqu'un de l'intérieur, mais alors Ouais. encore plus quand c'est Guillaume, j'ai envie de dire, parce que parfois j'étais juste auditeur et j'étais comme ça, j'étais là, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Donc je pense que le mot de la fin, c'est juste merci beaucoup Ouais. Guillaume pour avoir pris le temps, presque 90 minutes, presque un match de foot. Mais ouais, merci beaucoup du fond du cœur, vraiment, je pense. Merci à vous, toujours un plaisir. trop cool. Et peut-être à l'année prochaine du coup pour un troisième épisode pour parler justement de la Coupe d'Europe et peut-être d'une autre Summer League. Donc trop bien. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et à bientôt.